les bases de la pêche à la nymphe avec une canne au toc sont relativement simples. On peut, comme dans le cas de la pêche au toc, lancer en amont du poste et accompagner la dérive avec la nymphe à l'aval en retenant légèrement le corps de ligne, de telle sorte que la nymphe passe en premier vers le poisson. On peut aussi, en vertical, poser la nymphe et laisser faire les remous ou la guider vers l'endroit présumé où on pense qu'est la truite. Cette fois-ci, on lance en amont du poste et on accompagne la dérive de la nymphe, canne vers l'aval, de telle sorte que le bas de ligne passe avant la nymphe, devant le poisson, et qu'au moment où la truite se saisit de la nymphe, le ferrage soit immédiat. Il s'agit, en lançant vers l'amont, quand c'est au toc, de reprendre contact avec le fil et de faire suivre une dérive plutôt naturelle aux nymphes. C'est-à-dire pas vraiment plus vite que le courant. Un peu plus lentement. Et hop là, voilà. Personnellement, j'utilise des nymphes un petit peu lourdes pour me permettre de lancer avec une canne qui n'est pas vraiment adaptée à des lancers très légers. Tout l'art de cette pêche semble être d'arriver à conjuguer à la fois le volume d'eau, la force du courant et le grammage des nymphes. Je prends le fil au deuxième anneau ou au troisième, le fil sous la canne. Ça me permet d'avoir une longueur de lancer suffisante. Ça ne sert à rien de mettre trop de fil dans un premier temps, et progressivement je vais prendre la bonne longueur. Alors pas trop de longueur de fil parce que ça, déjà c'est plus facile à lancer, et puis ça évite de s'accrocher dans les arbres. Je peux augmenter ce lancer d'une autre longueur et je peux l'augmenter encore d'une autre longueur. À ce moment-là, il convient d'étirer le fil pour reprendre en amont et pouvoir effectuer un lancer sur toute la longueur. Dans le cas d'un courant fort, quand je vais lancer en amont, canne vers l'aval, le temps de passage de ma nymphe est relativement rapide. Je peux donc, en lançant toujours en amont, laisser prendre la nymphe par le courant et en retenant le corps de ligne, ralentir son passage. Donc voilà ce que j'ai expliqué. Hop, elle y est. Bon, elle est plus de choune, hein, mais voilà, cette technique permet de pêcher. Personnellement, je pêche avec deux nymphes, distantes de 50 cm. En ralentissant, avec les deux nymphes, c'est-à-dire qu'il y en a une ici et une là, celle-ci va entre guillemets ancrer l'action de pêche, le fil, et celle-ci va se retrouver donc beaucoup plus libre et à même d'évoluer en fonction des remous. Généralement, celle du bas est très prenante, et celle du haut, vous aurez des gobages dessus, vous prendrez des truites qui sont à mi-hauteur, mais le fait d'avoir ces deux nymphes
libère celle-ci de la traction immédiate effectuée sur le corps de ligne. C'est une technique vraiment très efficace. Il ne faut pas hésiter à pêcher un poste de plusieurs manières. Ce qui est important, c'est de pouvoir varier les présentations à la fois en ramenant les nymphes, en les immobilisant à contre-courant, en les mettant en dérive dès le début du lancer pour draguer en largeur du ruisseau, de la rivière, voire de faire des lancers carrément vers l'aval et de laisser dériver tranquillement pour aller explorer des postes sur lesquels le temps de passage en dérive naturelle serait compliqué. Il ne faut pas hésiter à rester immobile. Il m'arrive aussi de laisser descendre la nymphe pour ensuite la remonter. C'est-à-dire que je vais le laisser dériver et j'accompagne très lentement. Mon mêleur arrive lentement, alors je ne suis pas au-dessus de la pierre, ça c'est dommage, mais c'est pas grave. Hop, elle y est, ah, loupé. Donc j'accompagne tranquillement vers l'aval. Et par exemple, je peux remonter. Alors une larve qui remonte le courant, hein, c'est exceptionnel, mais en même temps ça marche. Voilà, fin de dérive. Et il m'arrive même de me mettre en bordure de courant. Et là, je défais du fil. Alors j'en ai pas 200 mètres, hein, mais ça me permet d'explorer des zones. Et je peux laisser pendant un long moment. C'est assez étonnant, hein, parce qu'on est sur un appât qui n'est pas naturel, qu'on voudrait présenter comme un truc naturel, mais au final, le non naturel marche aussi bien. La canne, ça peut être une canne anglaise, au toc, à mouche, voire au verron manié dans la mesure où ce n'est pas une trique. L'idéal, ça serait une longueur d'environ 3 mètres pour assurer une dérive à peu près cohérente. La légèreté et la nervosité de la canne participent vraiment au confort de pêche et à la précision des lancers. C'est un point très important. Une bonne réserve de puissance permet de compenser la finesse du bas de ligne. Quand par exemple une jolie truite ou un ombre prennent le large dans une veine d'eau et commencent à s'envoyer en l'air sans crier gare. Parce qu'à peine piquée sur un hameçon sans ardillon, si la canne est relativement raide, elle va se décrocher quasi instantanément. Donc tout ça, c'est pour dire que la légèreté est importante. Alors n'hésite pas à laisser un commentaire ou des commentaires sur ce sujet pour partager ton expérience, si tu en as déjà une. Elle est bienvenue, parce que moi je n'ai que la mienne. Et si en cours d'exploration, tu te rends compte qu'il y a des choses qui fonctionnent bien, là aussi, laisse un commentaire. Le moulinet, alors il peut être spinning, toc, mouche. Pour commencer, tous font plus ou moins l'affaire. Bon, si je n'en garde qu'un, c'est ce que j'ai fait, j'ai gardé le moulinet à mouche. En effet, je trouve que le spinning en petite rivière est moins pratique parce qu'à force de nos mauvaises manips, d'un manque d'attention ou de je ne sais quoi, le fil finit tôt ou tard par perruquer ou se coincer dans la mécanique du moulinet. Pour le corps de ligne, je conseille un nylon coloré, voire mieux un nylon bicolore, orange, jaune par exemple. Plus il est fin, mieux c'est pour lancer et la précision. Cependant, une résistance minimum de 2 à 3 kg semble s'imposer. Alors, les conseils que je donne sont réservés pour une rivière dans laquelle les poissons de plus de 40 cm sont très rares. Bien sûr, si on veut pêcher dans des rivières plus grandes, il va falloir revoir à la hausse ces minima à la rupture du corps de ligne et du bas de ligne. Donc le bas de ligne, ça dépend de beaucoup de choses et d'une manière générale, il est aussi important que la canne. Mais au début, si tu as une bobine de 14, de 12 ou de 10 centièmes dans la mesure où il encaisse quand même facilement 1,5 kg, 1,7 kg, fais avec ce que tu as. Dans le cas de la pêche à la nymphe, souvent c'est le bas de ligne qui va passer avant la nymphe. Donc il convient d'assurer la discrétion. Pour ma part, je reste sur 2 modèles principalement. C'est en 10 centièmes
ou un fluorocarbone, ou un nylon. Alors la longueur du bas de ligne, il vaut mieux pas commencer trop long pour les manips, je pense que 90 cm c'est correct. Parfois il m'arrive de pêcher avec près de 3 mètres pour être beaucoup plus discret, parce qu'en effet, si le corps de ligne bicolore est bien visible pour le pêcheur et c'est bien arrangeant, il l'est aussi pour la truite. Alors la nymphe, les nymphes. Si, comme dans mon cas, ta canne n'est pas vraiment adaptée à propulser moins d'1 gramme, je te conseille d'en mettre 2, avec des billes entre 2,7 et 3,3, voire maxi 3,8 mm. Elles sont séparées de 50 cm. Je fixe celle du haut avec un nœud double directement avec le bas de ligne, bien à ras. Ça me permet d'éviter qu'elle ne vrille. Et pour celle du bas, j'utilise un palomar. Voilà, en plus de nymphes, c'est 2 fois plus pêchant. C'est ce que j'ai lu et je confirme, c'est un peu vrai. Alors quant au choix des nymphes, tout est possible, hein. Des billes argentées, des billes dorées, en fonction des quilles. C'est très empirique. De toute manière, ça va marcher. Tu vas commencer à en prendre et là, tu vas commencer à comprendre tout ce que tu peux faire, toute la diversité des gestes techniques pour faire souvent de bonnes pêches. Cela dit, ça n'empêche pas le passage à vide de 2 ou 3 heures quand les truites ne sont pas de sortie. Youhou! Magnifique! Magnifique! Et maintenant, comme on dit, il n'y a plus qu'à... Alors là, on voit qu'elle a été abîmée ici. Il y a une régénérescence de la peau. On va faire un petit zoom. Voilà la régénérescence de la peau et de ses motifs.